La Banque Postale du Burkina Faso vous offre le Déj Matinal Info. Le carton invité de ce jour s'intéresse à l'apport du secteur minier ainsi que d'une réserve d'or pour le pays. Et pour en parler, je reçois Jonas Ien. Il est spécialiste des questions minières et aussi directeur des programmes de l'ONG Orcade. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Déjà, pour commencer, dites-nous, quel est l'état de notre secteur minier aujourd'hui? Oui, disons que l'état du secteur minier reste résilient malgré la situation sécuritaire très difficile pour tout le monde. Les promoteurs miniers arrivent quand même à poursuivre leurs activités. L'impact le plus significatif, c'est au niveau de la recherche. Parce que comme vous savez, les recherches se font au fond du pays où la sécurité est beaucoup plus difficile, donc les accès sur ces sites-là c'est difficile. Mais du point de vue de la production, c'est vrai qu'il y a des impacts également qui amènent les sociétés minières à réorganiser leur façon de faire et parfois même à réduire la production du fait des difficultés de transport d'intrants. Donc tout ça, ça joue à la fois sur la production et sur les recettes de l'État. Malgré tout, je pense que les activités minières se poursuivent quand même, d'où la résilience de tous les acteurs, à commencer par les sociétés minières elles-mêmes et les efforts que l'État fait également pour pouvoir assurer un minimum de sécurité pour ces sociétés minières-là. Au regard de l'importance de ce secteur-là pour notre économie. Il y a quelques années, du fait de cette situation sécuritaire, on a vu la fermeture de certains sites miniers. Est-ce qu'aujourd'hui, ce phénomène continue ou la résilience est en train de prendre le dessus? Oui, vous savez, on était à, je crois, 17 mines. Aujourd'hui, on est descendu à une douzaine. Donc, ça veut dire qu'il y a des mines qui ont connu des arrêts d'activité. Donc c'est quelque chose quand même qui montre qu'il y a un problème sur le terrain. Bon, néanmoins, comme je l'ai dit, l'activité minière continue parce qu'il y a aussi des nouvelles mines qui sont annoncées, qui sont actuellement en construction et qui vont entrer bientôt en production. Donc tout ça mis ensemble renforce la résilience de notre secteur. Parce qu'il faut se réjouir aussi qu'il y a quand même certaines zones qui sont encore relativement calmes et qui permettent à ces sociétés minières qui sont dans ces zones-là de pouvoir continuer sereinement leur activité. Et justement, pour pouvoir continuer sereinement, et pour pouvoir aider l'économie nationale, quels sont aujourd'hui les défis du secteur minier? Les défis sont à plusieurs niveaux. Au niveau de l'État, c'est d'abord renforcer la qualité de la gouvernance dans ce secteur-là à travers un suivi et un contrôle beaucoup plus renforcé parce que ça constitue pendant longtemps le maillon faible de la gouvernance de notre secteur. À ce niveau, quand même des dispositions qui sont en train d'être prises pour un meilleur suivi, un meilleur contrôle de l'activité minière. Donc je pense que ça, c'est le gros défi, parce qu'il ne suffisait pas d'attendre que les sociétés minières viennent payer les impôts et taxes, mais il faut s'assurer que sur le terrain même, des choses se mènent de façon pertinente à éviter les évasions fiscales, ce qui va faire perdre de l'argent au trésor public. Alors, le défi également au niveau des sociétés minières, c'est de maintenir la résilience et de faire confiance, en tout cas au secteur minier burkinabé, convaincu que la situation que nous vivons actuellement connaîtra une meilleure situation, une amélioration, je veux dire, pour leur permettre de continuer.
Au niveau des acteurs de la société civile comme nous, le défi, c'est aussi poursuivre la veille citoyenne sur le suivi de la gouvernance du secteur. Le souci pour tout le monde étant d'améliorer l'apport de notre secteur minier à l'économie et à la promotion du contenu local qui est aujourd'hui un maillon très important pour le pays. On va juste rappeler aux auditeurs qui nous prennent peut-être en marche sur la radio Watt FM que le spécialiste des questions minières et aussi directeur des programmes de l'ONG Orcade est notre invité ce matin. Il s'agit de Jonas Yen. Eh bien, qu'en est-il du cas des orpailleurs? Avec eux, on a connu un certain nombre de difficultés il y a quelques années avec certains sites miniers. Est-ce qu'aujourd'hui, les défis qui se présentent à eux aussi sont un peu similaires? Oui, l'orpaillage ou l'artisanat minier, comme on l'appelle techniquement, c'est un sous-secteur des mines, donc ce n'est pas à négliger. C'est parce que aussi pendant longtemps, il y a une certaine faiblesse en termes d'organisation et d'encadrement de ce sous-secteur-là. Le défi majeur était d'arriver effectivement à faire en sorte que ce sous-secteur-là soit aussi mieux organisé, mieux encadré, parce qu'il y a également de l'économie à faire, à promouvoir à ce niveau-là. Alors, nous sommes actuellement dans une dynamique de formalisation du secteur artisanal, en ce sens que amener les artisans miniers à mener leur activité de façon légale, donc en disposant tous les papiers nécessaires qui leur permettent de travailler sereinement et légalement. Il y a des dispositions en termes de structure pour l'encadrement, pour l'organisation de l'orpaillage. Donc le défi est également énorme parce que, quoi qu'on dise, il y a beaucoup de personnes qui trouvent leur compte dans l'orpaillage en termes d'emploi, en termes de gains. Et la politique, la nouvelle vision actuellement, qui voudrait faire du secteur minier, en tout cas une économie prospère, c'est de travailler à faire progresser cette activité de l'artisanat à la semi-mécanisée, à la petite mine, pour permettre aux nationaux de s'approprier leur secteur minier et devenir plus tard les grands promoteurs du secteur minier. Alors donc je pense que c'est ça la dynamique. Et à ce niveau-là, tous les acteurs en tout cas sont engagés. Il y a pas mal de mécanismes d'information, de communication, de concertation, mais ça va demander beaucoup d'efforts de part et d'autre pour qu'effectivement on y parvienne. Parce que si on arrive vraiment à valoriser l'artisanat minier, je pense que ça va être un grand plus pour notre économie, parce que là, la plupart des acteurs sont des nationaux. L'économie sera au niveau national. Et l'autre grand défi dans la dynamique d'organisation, d'encadrement, la formalisation, c'est de faire en sorte à minimiser les cas de fraude d'or vers d'autres pays. Et c'est ça qui va concourir non seulement à la constitution de la réserve d'or, mais aussi au renforcement de l'économie nationale à travers plusieurs aspects, les gains, les emplois, le commerce. Donc c'est un défi également qui est très important parce que c'est un sous-secteur qui est important. Il y a aussi les carrières dont on parle très peu et qui en font partie et qui constituent également un maillon très important. Je pense que la réflexion est également très avancée dans ce sens pour ne pas négliger ce sous-secteur de carrière qui va faire prospérer l'économie également. Et c'est tout ça qui va constituer le secteur minier global pour le bonheur de notre pays. Est-ce que cette dynamique de légalisation du travail des artisans miniers pourrait permettre aussi de mettre fin au bisbille qu'on a eu de par le passé entre artisans miniers et certains sites miniers? On a en tête en référence justement le cas de Houndé par exemple. Oui, ça fait partie de l'organisation, de l'encadrement. Parce que ce que nous devons savoir, c'est que ces différents acteurs-là sont sur le même terrain. Ils cherchent la même ressource. Il se trouve qu'il y en a qui disposent de permis
d'autres n'en disposent pas. Et c'est pourquoi il faut amener tout le monde à avoir son papier. Et ton papier te dit où se trouve ton territoire. Donc ça veut dire que tu ne veux plus rentrer sur le territoire de quelqu'un. Et même si ça devrait être le cas, ce serait à travers des concertations et des protocoles d'accord. Donc l'encadrement, l'organisation permet de pouvoir régler tout ça et de favoriser une meilleure cohabitation entre les différents acteurs, les artisans miniers et les promoteurs industriels. Donc c'est toute cette philosophie-là qui entoure la question d'organisation, de formalisation, d'encadrement pour effectivement éviter qu'il y ait des accrochages entre-temps. Et que là où on vous confie également un territoire pour exploiter, par exemple pour les orpailleurs, on s'assure que ce n'est pas un terrain vide et qu'il y a effectivement de la ressource que ces orpailleurs-là vont prendre. Parce que si vous les amenez sur un terrain, vous dites que désormais, ça c'est votre territoire, l'autre côté c'est pour les industriels, et qu'ils se rendent compte que on leur a donné un terrain vide, il n'y a rien à l'intérieur comme ressource à prendre, ils vont se rabattre encore sur les périmètres accordés aux entreprises industrielles. Et ça va encore créer des problèmes. Donc, toutes ces réflexions-là sont prises en compte, de sorte qu'on puisse parvenir à quelque chose qui favorise cette cohabitation pacifique. Et c'est justement ça le souhait, la cohabitation pacifique. On sait également que le Burkina a décidé d'aller vers le traitement local des résidus miniers. Est-ce qu'aujourd'hui, on a eu une idée, une estimation de ce qui a déjà été fait à ce niveau? Bon, je ne peux pas vous dire avec précision quel est, en termes de quantité d'or qu'on a pu mobiliser issu des traitements des résidus miniers. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une bonne option. C'est une très bonne chose. Si on prend les résidus ici pour aller traiter à l'extérieur, ça veut dire que c'est quelque chose de bénéfique. C'est quelque chose qui apporte un plus. Le fait de le faire sur place, ça favorise notre économie, ça donne de l'emploi à des nationaux, ça fait partie de ce que nous appelons la promotion du contenu local et c'est extrêmement des choses à encourager et je pense que c'est ça le plus important. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à travers le traitement des résidus miniers, à quoi ça consiste, tout ça, les acteurs intéressés peuvent chercher à comprendre et voir aussi pour certains acteurs s'ils n'ont pas un rôle à jouer pour favoriser cette promotion d'entreprises de traitement des résidus miniers. Et nous pensons qu'en tout cas, tout ce qui concourt aux initiatives nationales dans le secteur-là, il faut vraiment travailler à développer ça. Parce que tout ce qui se fait à l'extérieur, c'est contre notre économie, c'est contre notre développement, c'est un manque d'emploi pour nos nationaux. Ces dernières années, il y a eu beaucoup d'innovations dans le secteur des mines. On parle aujourd'hui beaucoup plus de semi-mécanisation. On parlait tantôt du traitement des résidus miniers, mais on sait aussi que le gouvernement a décidé aussi d'avoir sa réserve d'or. En termes de pédagogie, c'est quoi une réserve d'or? D'abord, il faut dire que tout va ensemble. Le fait de travailler à amener les artisans miniers à se mettre en coopérative, à aller vers des semi-mécanisés, à penser un jour à la petite mine pour associer aux grandes mines, tout ça c'est pour produire de l'or. Alors, s'il y a une production importante de l'or, ça va aider et favoriser la constitution de la réserve d'or. Parce que la réserve d'or va consister à aller vers ceux qui produisent l'or pour s'en procurer et faire cette production et cette réserve-là. Nous sommes dans les mines, quand on utilise les termes qui semblent être un peu techniques, les gens voient quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est comme quelqu'un au niveau macro qui dit, bon écoutez, moi je suis un grand producteur semencier, il ne faut pas qu'à un moment donné, je me mette moi-même à courir pour chercher des semences, parce que cette année, il y a des prévisions de production agricole très juteuses, donc il me faut élargir vraiment mon champ de production
pour avoir plus de récoltes. L'or est quelque chose d'extrêmement important. Et ça, à travers le monde entier, on n'a plus besoin de le démontrer. Quand vous l'avez, en termes de réserve, vous êtes perçu comme un pays viable, un pays fiable, un pays qui peut résister à l'inflation en cas de crise économique, en cas de crise financière. Avec l'or, vous pouvez faire des transactions de toutes sortes sans avoir besoin d'être contrarié par qui que ce soit. Il y a un pays africain, j'allais dire voisin, à un moment donné, qui était confronté à une crise pétrolière. C'est-à-dire, il n'y avait pas de carburant dans le pays, l'approvisionnement était devenu difficile. Alors, la solution rapide qui a été trouvée, c'est de faire l'opération qui a été appelée l'or contre pétrole. Heureusement que ce pays disposait d'une réserve d'or importante. Donc il y a eu une sorte de troc. Je te donne l'or, tu me donnes du pétrole. Parce que j'en ai besoin d'urgence pour résoudre un problème de survie de la nation. Donc c'est la même chose. J'aime prendre l'exemple qui sied avec notre cas en disant, si nous avons une réserve d'or importante au Burkina Faso, nous pouvons faire toutes sortes d'opérations à travers le monde. Sans qu'on nous impose qu'il faut avoir forcément du dollar, il faut avoir des euros. Si vous n'avez pas de devises, vous ne pouvez pas. Si la France nous empêche d'aller faire nos équipements, on peut contourner. Je ne vous dirai pas comment on contourne, mais on contourne sans problème. Donc, vous voyez un peu l'importance. Du point de vue économique, c'est très important. Du point de vue politique, c'est important. Du point de vue géopolitique, c'est extrêmement important. Donc, quand vous l'avez, même si demain on dit qu'il y a une crise économique, une crise financière, et que vous avez une réserve d'or assez importante, à travers ça, vous pouvez tenir ou minimiser le coût. Donc, quand on dit réserve d'or, c'est extrêmement important. Et ce n'est pas pour rien que les Occidentaux ont toujours travaillé à nous mettre dans la tête que quand ils viennent prendre notre or, c'est bon qu'on nous paye en liquidité. Tout en sachant que le fait de prendre la liquidité, le jour où on sera confronté à une crise difficile, c'est eux encore qui vont venir avec l'argent pour nous prêter, pour qu'on puisse sortir de la situation. Dans le meilleur des cas, pour nous donner des subventions ridicules. Or, si nous avons notre réserve même, on peut résister sans avoir besoin de s'endetter. Donc, c'est vraiment important. C'est des termes qui paraissaient assez techniques pour beaucoup. Quand on parle aussi de réserve d'or, à côté, il y a cette question de monnaie. Comment la réserve d'or arrive-t-elle à affecter justement la monnaie d'un pays? Bon, je n'ai pas voulu trop... Quand je parle de la réserve, je ne rentre pas trop dans la monnaie. Mais c'est extrêmement important parce que toutes les monnaies s'adossent à quelque chose d'important et généralement c'est l'or. Si au niveau de l'AES, on veut créer notre monnaie demain, rassurez-vous que nous allons nous adosser principalement sur l'or. Ce qui veut dire que nous devons constituer des réserves importantes d'or dans les 3 pays de l'AES. En plus de ça, le développement de l'agriculture va venir s'ajouter et ça va nous permettre de constituer une économie forte sur laquelle la monnaie va s'adosser. Donc, en dehors des aspects que je viens de décrire, la question, l'adossement d'une monnaie sur l'or, c'est extrêmement important et vous ne pouvez pas créer une monnaie si vous n'avez pas ce soubassement-là de l'or qui est extrêmement important. Donc, notre réserve d'or que nous sommes en train de constituer, non seulement ça va résoudre le problème que je viens de dire,
Mais de façon principale, il y a la question de cette monnaie qui va être importante et dont la constitution de la réserve d'or va être très importante. C'est pourquoi généralement je ne l'évoque pas comme ça, comme je sais que les gens aussi nous guettent et cherchent à savoir comment on procède. Sinon, c'est clair que dans la prévision aussi de notre monnaie future de l'AES, il faut se préparer en conséquence, avoir suffisamment d'or en stock. En plus de ça, avoir une agriculture performante. Vous faites bien de parler de l'AES. En termes de potentialité, vous connaissez les 3 pays. Est-ce que mis ensemble, la réserve d'or de ces 3 pays peut... Mais justement, c'est pourquoi d'ailleurs on ne veut pas que l'AES prospère. Vous voyez même que les gens, après avoir échoué toutes sortes de leurs tentatives, tentent à dire non, il ne faut pas laisser ces 3-là quitter la CEDEAO, il faut les ramener, parce qu'ils savent la force de frappe que l'AES aura à faire. En mettant ensemble les ressources naturelles extractives de ces 3 pays, mais on va faire un boom. On va faire un boom. C'est pourquoi les peuples de l'AES ne doivent même pas s'inquiéter de la dynamique qui est engagée. Il faut savoir que nous sommes sur une voie de prospérité. Nous mettons les choses ensemble. Nous avons aujourd'hui, de façon séparée, des codes miniers dans les 3 pays. Certainement que nous irons un jour vers un code unique, un code minier de l'AES, comme on l'a code minier de la CEDEAO, comme on l'a code minier de l'UEMOA. C'est sûr que nous irons vers d'autres choses qu'on mettra ensemble, mais je ne vous dis pas ce que nous serons capables de faire si on arrivait à coordonner tout ça, et je sais qu'on va y parvenir. Les ressources du Ghana, du Burkina, du Mali, du Niger mis ensemble en termes d'or, en termes de pétrole, en termes de lithium, en termes de l'uranium. Mais vous allez voir. Et ça, les gens le savent, les Occidentaux le savent, et se disent que ces deux, s'ils arrivent à se constituer en un état très fort, ils vont dominer le monde. Donc c'est pour vous dire que nous avons une puissance au niveau de l'AES. Alors, une petite inquiétude, il n'y a pas que des avantages en toutes choses, il y a aussi des inquiétudes qu'on peut y avoir. Y a-t-il justement des inquiétudes, y a-t-il aussi des inconvénients lorsqu'un pays arrive à aller vers ce qu'il appelle une réserve d'or? Inquiétude. Y a-t-il des risques? Alors, je vous prends toujours un pays comme la France. La France n'a pas d'or dans son sous-sol. La France n'exploite pas l'or. Mais cherchez à connaître le volume de stock d'or de la France. Et demandez-lui où elle a eu tout ça. Comment elle est arrivée à constituer toute cette réserve d'or qui fait d'elle aujourd'hui un pays qui a un certain positionnement au niveau mondial. Vous croyez que sans ça, elle pouvait occuper cette place-là? Sans l'Afrique francophone, elle pouvait occuper cette place-là? Moi, je ne vois pas quel est le risque. Le fait d'avoir une réserve d'or constitue un risque. Bon, peut-être quoi? Quand on vient vous bombarder pour retirer, je ne vois pas. Bien au contraire, c'est un grand avantage parce que, comme j'ai dit, ça veut dire que vous êtes un pays fiable. Ça veut dire que vous êtes un pays viable, vous n'avez pas peur, même si vous vous endettez, vous avez les capacités de pouvoir payer vos dettes. Donc, en termes de risques potentiels importants, moi, je ne vois pas. Alors, in fine, pour parvenir à cela au niveau de l'AES, quels sont les défis qu'il faut d'abord relever? Comme j'ai dit, les défis pour l'AES, c'est d'aller vers la mise en commun de toutes les ressources que nous avons. Et je pense que la réflexion va dans ce sens. C'est d'aller vers un code minier de l'AES, pétrolier, parce qu'il n'est pas exclu que demain, le Burkina
arrive aussi à exploiter du pétrole. Donc, c'est de mettre tout ça en commun. Je dis de mettre parce que nous savons déjà que les réflexions sont dans ce sens-là. Donc, le défi, maintenant, c'est de parvenir à concrétiser tout ça. Et puis, bon, vous verrez le reste. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens pensent que c'est difficile, mais il n'y a rien qui est facile dans la vie. Bien au contraire, quand vous entreprenez quelque chose, dès le départ, qui est très facile, sachez que c'est pas pour de longue durée. Bon, exactement comme vous, quand vous faites la cour à une femme et puis le même jour elle dit qu'elle est d'accord, bon, vous doutez un peu. Mais quand elle résiste, vous insistez, vous persistez. Bon, c'est la même chose. Quand c'est très dur au départ, et même dur au fur et à mesure que vous avancez, ça veut dire que les perspectives sont très bonnes. Il faut foncer, il faut s'armer de plus de courage pour avancer. Donc ceux qui pensent qu'aujourd'hui la situation est difficile, oui, mais ça annonce de très bonnes perspectives et il faut qu'on maintienne le cap, mettre nos efforts en commun et quand nous allons relever les défis de façon globale, je pense qu'on va tomber dans la prospérité et être heureux comme les autres. Jonas Yen, merci d'avoir accepté l'invitation du DEJ Info de True TV et Watt FM. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions minières et aussi directeur des programmes de l'ONG Orcade. Merci à vous. Merci également. La Banque Postale du Burkina Faso vous a offert le DEJ Matinal Info.